La 19e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS s'est tenue sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président en exercice de l'OMVS. Il a passé le témoin au président mauritanien à l'issue des travaux. Le gouvernement a pris des mesures fortes pour réduire les accidents de la circulation après les nombreux accidents survenus récemment. Le président tchadien gracie 110 manifestants du 20 octobre 2022. Merci de nous rester fidèles. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal a tenu sa 19e session ordinaire ce mardi 18 juillet 2023 par visioconférence sous la présidence du président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, le colonel Assimi Goïta, président de la transition. L'ordre du jour a porté sur la rotation de la présidence de la conférence des chefs d'État et de gouvernement et du Conseil des ministres. À l'issue de la rencontre, la conférence a élu Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS, et nommé Madame Bintou Kamara, ministre de l'énergie et de l'eau de la République du Mali, présidente du Conseil des ministres de l'OMVS. En plus du colonel Assimi Goïta, les chefs d'État de la Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani de la Guinée et le colonel Mamadou Doumbia ont participé à cette rencontre virtuelle. Le président sénégalais Macky Sall s'est fait représenter par le premier ministre Amadou Ba. Les membres du Conseil des ministres, dont la ministre de l'énergie et de l'eau, Mme Bintou Kamara, ont également été associés à cette réunion qui intervient après celle de Bamako tenue en décembre 2019. Le projet de navigation. Le président de la transition a fait le bilan de l'état d'avancement des activités depuis sa présence à la tête de l'organisation avant de passer les flambeaux au chef d'État de la Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Tout d'abord, le colonel Goïta a déploré l'ampleur des contraintes qui ont marqué son mandat. L'organisation a fait face de profondes crises, dont la plus importante liée à la pandémie de la Covid-19 survenue en début 2020, a secoué l'économie mondiale et bouleversé la mise en œuvre des projets de l'OMVS. Le projet de navigation, pilier manquant dans la réalisation du programme d'infrastructure régionale qui avait fait l'objet de signature d'un contrat commercial en octobre 2019, est buté à quelques contraintes financières. Fort heureusement, appréciera le chef de l'État, la société de gestion et d'exploitation de la navigation, Sogenav, a su proposer un schéma alternatif de phasage des activités d'exécution du projet, dont la première phase est basée sur une stratégie de navigation rapide qui vise à rendre navigable le fleuve Sénégal entre Saint-Louis, Sénégal et Ambidédi au Mali à partir de juin 2024. À cet effet, il importe de diligenter le financement de cette stratégie assortie d'un coût de 35 milliards de francs CFA en guise de preuve d'engagement aux yeux des partenaires qui ne tarderont pas, j'en suis certain, à joindre leurs efforts aux nôtres, a appuyé le colonel Goïta. Par ailleurs, la mise en service en décembre 2022 du barrage hydroélectrique sur le site de Gouina a rehaussé la puissance installée de l'OMVS à 400 MW avec une capacité additionnelle de 140 MW d'énergie propre et bon marché. Du reste, la capacité de transport en sera fortement améliorée avec des lignes du projet Manantali 2 qui feront de l'OMVS une véritable plaque tournante de l'énergie en Afrique de l'Ouest. En réelle traduction de la volonté exprimée par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO d'interconnecter les réseaux électriques de la sous-région. Selon le colonel Assimi Goïta, cela concerne la ligne biterne 225 kV Kaï-Tambacounda, financée par la Banque mondiale et la mise en service en octobre 2022, permettant une interconnexion avec la Guinée à travers les réseaux de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, OMVG. Il s'agit également de la ligne 225
25 kV Kaï Yelimani et Tintane Kifa Ayoun, dont la recherche de financement est en bonne voie, qui rapprochera des réseaux maghrébins et européens. À la croisée des chemins, s'agissant de la portion guinéenne du bassin, toutes les études préalables à la construction du barrage de Koutountamba sont réalisées aussi depuis la tenue du 19 janvier 2021 de la 72e session extraordinaire du Conseil des ministres. Les actions de recherche de financement se poursuivent pour nos 3 projets prioritaires: navigation, Koutountamba et Gourbassi. Le président de la transition a relevé que les diligences requises ont été faites auprès de nos partenaires de la République populaire de Chine, au point que nous espérons mobiliser bientôt la plus grande partie, 85%, du financement du projet Koutountamba. Quant au projet de barrage de Gourbassi, a-t-il continué, à la recherche de financement se poursuit avec le transfert du projet à la société de gestion d'exploitation de Manantali Sogem, qui a engagé les études préalables de faisabilité et d'impact environnemental et sociétal. Vous conviendrez avec moi, au regard du tableau de la mise en œuvre des projets structurants, que l'OMVS reste à la croisée des chemins, a estimé le chef d'État malien. Car a-t-il enchéri 50 ans, hormis la mise en service de 4 barrages, l'organisation n'arrive pas à faire de la navigation une réalité. Le potentiel agricole disponible reste pour moitié inexploité. Au regard de l'urgence de concrétisation des grands projets, en raison des besoins pressants de nos populations en service de transport fluvial, d'énergie et de sécurité alimentaire, le président Assimi Goïta a demandé au Haut Commissariat du regroupement d'accélérer l'étude d'élaboration en cours d'une stratégie de mobilisation de financement et la mise en œuvre diligente. Au terme de la rencontre, la conférence a pris acte du bilan présenté par le président du Conseil des ministres avant de donner des orientations et instructions engageant l'OMVS à maintenir et renforcer la dynamique visant la poursuite des réalisations des infrastructures communes. La conférence a également élu le président de la République islamique de la Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, comme président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. La conférence a engagé les conseils des ministres en collaboration avec le Haut Commissariat de l'OMVS de diligenter une équipe technique pour la mise en œuvre du projet. Le nouveau président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS, tout en mesurant l'ampleur de la responsabilité qui lui a été confiée, entend s'expliquer davantage pour la navigabilité du fleuve Sénégal et le développement des activités visant à renforcer la sécurité alimentaire. Dans le cadre de l'élaboration du budget d'État pour le compte de l'année budgétaire 2024, le ministre de l'Économie et des Finances, Alucene Sanou, a entamé la séance de l'arbitrage politique ce lundi 17 juillet 2023. Cette rencontre permettra d'obtenir un consensus sur les allocations budgétaires prévues pour le budget 2024. À l'issue des travaux, l'avant-projet du budget d'État 2024 sera présenté au Premier ministre. Dans le cadre de l'élaboration du budget d'État pour le compte de l'année budgétaire 2024, le ministre de l'Économie et des Finances, M. Alucene Sanou, a entamé la séance de l'arbitrage politique ce lundi 17 juillet 2023. La séance de ce jour a concerné le ministre de la Défense et des anciens combattants, le ministre de la Santé et du Développement social et le ministre de l'Éducation nationale et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La séance de l'arbitrage politique du budget d'État constitue un véritable dialogue de gestion entre les ministères de l'économie et des finances et les premiers responsables des institutions de la République ainsi que les autorités administratives indépendantes, les ministres sectoriels et les gouverneurs des régions. Elle a pour but d'affiner la qualité de la programmation budgétaire et d'accroître l'efficacité de la dépense publique de l'État. Elle permettra d'obtenir un consensus sur les allocations budgétaires prévues pour l'exercice budgétaire de l'État au titre de l'année 2024, dont il s'agira de confirmer ou pas les propositions retenues lors de l'arbitrage technique, préalablement mené avec la Direction générale du budget et de la Direction nationale pour la planification du développement, et éventuellement de partager avec les ministres de l'économie et des finances d'autres préoccupations afin d'apporter des ajustements nécessaires pour une meilleure allocation des ressources. La loi des finances de l'année, communément appelée budget de l'État, prévoit et autorise pour chaque année civile l'ensemble des ressources et des charges de l'État. Ce budget constitue le principal instrument d'opérationnalisation des politiques publiques et reflète les priorités du gouvernement en matière de recettes et de dépenses.
Au terme de cette séance prévue le 4 août 2023, le maximum de consensus obtenu permettra au ministère de l'économie et des finances d'élaborer l'avant-projet de budget d'État qui sera présenté au Premier ministre lors d'un conseil de cabinet organisé à cet effet. Ensuite, le projet de budget d'État sera présenté en conseil des ministres pour son adoption et par la suite, il sera approuvé par le Conseil national de transition au plus tard le 31 décembre 2023. Prise de contact entre la nouvelle ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, Mme Coulibaly Mariam Maïga, et les services régionaux et locaux de son département à Koulikoro. Ce fut l'occasion de rencontrer et d'échanger avec les fêtières et associations féminines de la région. La chef du département était à la tête d'une forte délégation composée des membres de son cabinet, des conseillers techniques et des directeurs nationaux. Depuis la fermeture de l'ICOMA, celles-ci se sont fortement investies dans l'exploitation de sable et gravier en créant des associations et coopératives. Elles excellent aussi dans les activités de transformation des produits agro-pastoraux, dans le maraîchage, l'agriculture, le commerce et l'entrepreneuriat. Après avoir été reçue par la directrice régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, Mme Bogoum Awaguno, la ministre et sa délégation ont rendu visite aux femmes exploitantes de sable et de gravier, aux maraîchères, aux transformatrices de produits locaux et aux enfants sourds-muets. Mme Coulibaly Mariam Maïga a eu des échanges avec les organisations et associations féminines, les services techniques, les femmes entrepreneurs. J'ai décidé de venir m'imprégner de vos capacités, de vos besoins, de vos difficultés et de vos attentes. Vos potentialités seront étudiées par mes services techniques en vue de vous accompagner pour l'obtention de meilleurs rendements possibles et de vous offrir d'autres opportunités, a-t-elle déclaré. Le gouvernement a rappelé, la ministre a inscrit dans son plan d'action l'autonomisation de la femme comme une priorité nationale. Cette politique qui cadre avec les objectifs de développement durable est d'une importance particulière car elle met au centre des préoccupations des pouvoirs publics les femmes et les enfants, lesquels constituent sans doute les moteurs de tout développement conformément à cette vision et à la volonté des autorités de la transition. La visiteuse du jour a décidé de prioriser l'autonomisation et l'épanouissement de la femme. Au cours des échanges tenus en présence des ONG partenaires, les préoccupations ont porté sur l'écoulement des produits fabriqués par les femmes, la situation des maraîchères, la précarité des exploitantes de sable et de gravier, la marginalisation des femmes dans le choix des responsables politiques pendant les élections, y compris l'insuffisance du crédit de fonctionnement au niveau de la direction de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. La ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille s'est dit satisfaite de cette rencontre et a promis de faire toutes les doléances. Elle a par ailleurs magnifié l'engagement politique et patriotique de la seule femme maire de la région de Koulikoro. Les syndicats de l'éducation ont été reçus par le nouveau ministre de l'Éducation nationale dans la salle de réunion de la Direction nationale de l'enseignement secondaire général. Cette rencontre vise à une prise de contact et s'inscrit dans le cadre de la série de rencontres avec les différents acteurs de l'école malienne. Le ministre Dr Amadou Sy Savané a appelé les syndicats à s'engager davantage pour une école apaisée. Le ministre Sy Savané a planté le décor avant de laisser les syndicalistes verser leurs avis dans le débat. Le secrétaire à la formation, à la recherche et aux questions académiques du Syndicat national de l'éducation et de la culture, SNEC, Soumaïla H. Maïga, a réitéré la volonté de son organisation syndicale à accompagner le département de l'éducation nationale. Il a aussi souhaité la poursuite du dialogue, le renforcement, la formation initiale et continue des enseignants avant de recommander des bonnes stratégies et alternatives pour une école performante. Et de révéler que de 2014 à nos jours, le SNEC a formé 948 enseignants à San, Nyono, Bougouni, Massina, Bla, Welese-Bougou et Yanfolila. Pour le porte-parole des syndicats de l'éducation signataire du 15 octobre 2016, Ousmane Almoudou, la rencontre s'inscrit dans le cadre d'un dialogue entre les acteurs de l'école. C'est pourquoi son regroupement syndical invite le nouveau ministre de l'Éducation nationale à exécuter certaines doléances des syndicats de l'éducation. Il s'agit entre autres du procès verbal de conciliation relative à l'application de l'article 39 signé le 17 juin 2020 entre le gouvernement et les syndicalistes, de la valorisation des frais de correction des examens nationaux, le dédommagement des parents de certains enseignants assassinés par les terroristes dans l'exercice de leurs fonctions, mais aussi la libération des enseignants enlevés et détenus par les terroristes. Ousmane Almoudou a aussi plaidé pour un meilleur traitement des dossiers comme les congés de formation,
les autorisations, la régularisation après formation, le rappel à l'activité, l'intégration et la moralisation du choix des correcteurs des copies d'examen. Après avoir prêté une oreille attentive aux explications des syndicalistes, le ministre de l'Éducation nationale a rappelé que les syndicats d'enseignants représentent la colonne vertébrale de l'éducation nationale. Il a aussi placé ses échanges avec le monde scolaire sous les auspices de l'engagement des syndicats, des autorités et des parents d'élèves à remettre l'école malienne sur les rails. Enfin, le ministre Si Savané a déclaré mettre à profit les vacances scolaires pour mettre les difficultés scolaires à plat et les discuter avec les syndicats afin d'y trouver des solutions consensuelles. Face à la recrudescence des accidents de la circulation, le gouvernement a décidé d'agir afin de réduire les accidents de la route. Ce à travers la prise de mesures fortes, comme l'indique un communiqué conjoint du ministère des Transports et des Infrastructures et du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Abdou Ouattara. Le président de la transition a fait le bilan de l'état d'avancement face à la recrudescence des accidents de la circulation routière qui font des victimes. Le gouvernement a pris des mesures fortes pour réduire les accidents de la circulation routière qui ont tant endeuillé la population. C'est ce qui ressort du communiqué conjoint de la ministre des Transports et des Infrastructures et son collègue de la Sécurité et de la Protection civile qui a sanctionné une réunion d'urgence tenue le 14 juillet dernier au ministère des Transports et des infrastructures. Ces mesures sont relatives à l'interdiction de circulation des véhicules de transport public des voyageurs entre 0h et 5h du matin sur les axes routiers interurbains et internationaux, au respect strict par ces véhicules des limites de vitesse fixées à 50 km/h en agglomération et à 90 km/h en rase campagne, à la mise aux normes des ralentisseurs de vitesse installés anarchiquement sur les axes routiers et à la soumission des chauffeurs professionnels à la visite médicale périodique. Les autorités exigent aussi l'application stricte de la réglementation se rapportant au contrôle technique des véhicules, aux sanctions administratives et aux peines prévues par les textes en vigueur. Autre mesure annoncée, l'intensification des activités de formation et de sensibilisation à l'endroit des chauffeurs professionnels et des gérants des compagnies de transport de voyageurs. Elles ont été prises lors de la rencontre suite à l'identification par l'ensemble des acteurs, services techniques, compagnies de transport de voyageurs et chauffeurs, des causes d'accidents de la circulation routière impliquant les véhicules de transport de voyageurs. Il est ressorti que les accidents proviennent de la circulation des véhicules de transport de voyageurs pendant la nuit, de l'excès de vitesse des véhicules de transport public de voyageurs sur les axes routiers et de l'installation anarchique des ralentisseurs de vitesse par les populations en violation de la réglementation en la matière. Autre cause identifiée, les insuffisances dans la mise en œuvre des sanctions applicables aux violations du code de la route et de la réglementation de la profession de transporteur routier, l'incivisme de certains usagers de la voie publique, l'occupation anarchique de la voie publique par les vendeurs ambulants, s'y ajoute l'inobservation des aires de conduite et de repos pour les chauffeurs, l'utilisation des chauffeurs doublons par certaines compagnies de transport public de voyageurs, en lieu et en place de chauffeurs relais sur les longues distances, le dépassement du nombre de places autorisées dans les véhicules de transport public de voyageurs. Il faut aussi ajouter le mauvais état technique de certains véhicules de transport de voyageurs, la consommation des stupéfiants et des substances psychotropes par certains chauffeurs professionnels, la non-application des textes relatifs au contrôle routier. Maintenant, place à l'actualité internationale. 110 personnes condamnées en mai pour avoir participé à la manifestation réprimée dans le sang en octobre dans plusieurs villes du Tchad ont été graciées par le président de transition Mahamat Idriss Déby Itno, ont rappelé des médias mardi. En octobre 2022, les manifestants avaient défilé à l'appel d'une partie de l'opposition en N'Djamena, la capitale, et dans quelques autres villes pour protester contre le maintien au pouvoir pour des années supplémentaires du président de transition, rappelle la chaîne Africa News. Les 110 personnes graciées avaient été jugées et condamnées à des peines allant de 18 mois à 5 ans de prison ferme, précise le même média rappelant que les autorités tchadiennes ont gracié 436 personnes condamnées pour leur participation aux manifestations du 20 octobre en moins de 4 mois.
Nouvelle journée de manifestation à l'appel de l'opposition au Kenya. Dans un communiqué, la coalition demande aux populations de reprendre le pays face à un régime jugé dictatorial. Le pays retient son souffle face aux manifestations qualifiées de menaces à la sécurité nationale par le gouvernement qui a promis de sévir. Les commerces ont baissé leurs rideaux de fer, les rues d'ordinaire animées de Nairobi sont vides. Mercredi matin, les écoles publiques sont restées fermées à la demande des autorités dans les 3 grandes villes du pays, la capitale Nairobi, Mombasa Sud et Kisumu Ouest. Mardi, le ministère de l'Intérieur, Kithure Kindiki, a assuré que les autorités ont déployé toutes les ressources disponibles pour s'assurer que les scènes dont nous avons été témoins ne se reproduisent pas. 13 pays occidentaux, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, ont exprimé mardi dans une déclaration commune leur inquiétude face au niveau élevé de violence lors des dernières manifestations, exhortant les différentes parties à résoudre pacifiquement leurs différends. Le bureau du président Félix Tshisekedi a annoncé lundi soir dans un communiqué qu'une délégation du gouvernement des Émirats avait conclu à Kinshasa un partenariat d'une valeur de 1,9 milliard de dollars avec la société aurifère du Kivu et du Maniema Sakima. L'accord prévoit la mise en place de plus de 4 mines industrielles dans les provinces du Sud Kivu et du Maniema selon les textes. L'entreprise parapublique Sakima possède des concessions minières contenant de l'étain, du tantal, du gustène et de l'or. La présidence n'a pas précisé quels minéraux étaient concernés par l'accord. Celui-ci intervient après la signature par la RDC d'un contrat de 25 ans avec la société émirati Primera Group pour l'exportation de certains minéraux extraits artisanalement dans le sud Kivu. Au terme de ce contrat, Primera Group détient une participation majoritaire dans 2 co-entreprises, Primera Gold pour l'or et Primera Metal pour les 3T, étain, tungstène et tantal, qui bénéficient de taux d'exportation préférentiels. Un accident de la route survenu mercredi matin à Tamaracet, dans le sud algérien, a fait 34 morts et 12 blessés. Selon un communiqué de la sécurité civile, l'accident consistait en une collision entre un bus de passagers et une voiture suivie d'un incendie. La même source a affirmé que les 34 personnes décédées sont mortes calcinées, alors que les opérations de secours se poursuivaient sans plus de détails. Plus tôt mercredi, la gendarmerie algérienne relevant du ministère de la Défense a fait savoir dans un communiqué que l'accident a eu lieu sur la route nationale numéro 1 dans le village Outoul, gouvernorat de Tamaracet, faisant 26 morts et 4 blessés selon un bilan initial. Les accidents nocturnes sont fréquents en Algérie, notamment dans le sud, pour des raisons de fatigue et la conduite sur le long parcours selon les autorités et des experts. Voilà, c'est l'essentiel de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme.